Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Frank Magic. Un mauvais travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus d'abondance. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Ils sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes. Mauvais travail. Retrouvez Bob Lazar et son histoire extraordinaire. 51 nuances de petit gris dans Mauvais Travail, épisode 32 et épisode 33. Voilà. Oui, encore. Oui. Oui. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de 51 nuances de petit gris. On va pas traîner, mais avant, on doit vous dire que si vous n'avez pas écouté la partie 1, vous ne comprendrez pas certains termes et on va balancer des noms de personnes présentées dans l'épisode précédent. Ceci étant dit, nous allons reprendre l'histoire où elle était. Et où en étions-nous, Francky ? Eh bien, nous vous avions présenté Bob Lazar, son CV, son rôle dans la zone 51, son nouveau copain journaliste George Knapp qui l'interviewa. Et là, on en était au questionnement de George sur son poulain et sur son CV, parce que Knapp va quand même se poser quelques questions, vu qu'évidemment, un mec qui sort de nulle part et qui te dit qu'il a travaillé sur des soucoupes en parlant d'antigravitation et d'élément 115, bah ça questionne. Et calmez-vous, on va en parler de l'élément 115, inquiétez pas. Donc, Knapp avoue avoir eu beaucoup de difficultés pour ce qui était de vérifier les diplômes de Bob, qui disait en avoir dans le domaine de la physique ou même de l'électronique. Problème, ces écoles ne le connaissaient pas. Il dit aussi avoir travaillé comme physicien au laboratoire de Los Alamos et vendu du poulet à Los Pollos Hermanos et ni les responsables de Los Alamos ni Gustavo Fring ne disent avoir connu ce Robert Lazar. Et là, dans le documentaire de Jérémy, celui avec la voix de Mickey Rourke, quand on vous en a parlé dans l'épisode 32, il y a une formule qui nous a bien fait rigoler et qui est un peu un aveu du parti pris du docu. Ouais, on dit que si toutes ces institutions disent ne pas connaître Bob, eh bien, soit elles se trompent, soit elles mentent. Ouais, forcément. Lors de ses propres recherches, Knapp a découvert un annuaire de 1982 contenant le nom de Lazar avec d'autres scientifiques et techniciens. Pour le coup, on voit la photo de l'article dans le docu, mais bon, c'est pas une preuve non plus. On nous présente également une coupure de presse du journal de Los Alamos de 1982 qui parle de Bob et sa passion pour les dragsters. Dans cet article, son travail de physicien au laboratoire est mentionné par lui-même. Knapp, toujours motivé, rappelle Los Alamos et un responsable exaspéré lui dit: Mais bordel, on connaît pas votre Lazare, hein. Pour sûr, des lézards, ça on en a, hein. Le climat s'y prête, faut bien l'avouer, mais des Lazars, enfin, un Lazare, non, absolument pas. Chez EG&G, l'entreprise de défense américaine dont on vous parlait dans la partie 1, l'endroit où Lazar dit avoir passé un entretien pour le poste secteur 4, il n'y a pas de traces non plus. C'est comme si quelqu'un l'avait fait disparaître ou alors tout simplement Lazar n'a jamais bossé là où il disait avoir bossé. Non mais c'est n'importe quoi, vous voyez bien qu'on cherche à le faire taire. Vous savez pas, mais ils veulent qu'on en sache le moins possible. Bobino lui-même dit que si on lui demandait de produire un acte de naissance ou autre, il ne pourrait même pas le faire et ça l'inquiète. Selon lui, il va faire de lui quelqu'un qui n'existe pas. Ah bah vous voyez, il peut même pas prouver qu'il existe, alors prouver que des aliens sont venus... Non, tu dis n'importe quoi là. Ouais bah rigole, ça se trouve, moi non plus j'existe pas, hein. Et oulala, c'est terrifiant, mais tiens, après ces révélations en 89, vous pouvez me dire pourquoi il y a une descente de police ou du FBI ou enfin je sais plus trop quoi chez lui, hein? Même sa femme elle le dit. Ils nous ont pas envoyé de lettres ou appelé. Ils ont envoyé le SWAT. Ouais bah pour ça, pareil mon petit Jean-Francky, on n'a pas de preuves et les descentes de flics chez Bob, tu vas voir, c'est un peu une tradition dans son récit. Donc là, on revient à Knapp qui, malgré tout, a un petit cas de conscience. Bah ouais, c'était un problème. Je me suis demandé si on pouvait diffuser l'histoire alors qu'on ne pouvait pas vérifier son passé. Pour moi, le point central, c'était que s'il avait travaillé à Los Alamos, ça suggère qu'il avait fait des études quelque part. Il m'en a parlé une ou deux fois. J'ai cherché des gens qui le connaissaient à l'époque, notamment Jim Taliani, qui a dit « Ouais, Bob est allé à Caltech, je l'ai déposé une fois en voiture. » J'ai interviewé une autre personne qui connaissait Bob à l'époque et qui a dit également qu'il le déposait à Caltech, ou passait le prendre à la bibliothèque, une bibliothèque en forme de pastèque.
J'aime les rimes en tech. Michel, enfin ton texte là, t'es chiant, tu pourrais encore la narration. Ah, attends. Ouais, super. Ok. Tu m'as sorti du personnage en plus. Bon, je reprends. Ok, je suis George Knapp, j'aime les ovnis. Ok. S'il n'étudiait pas là-bas, il faisait beaucoup d'efforts pour qu'on le pense. Est-ce que cela prouverait son histoire de soucoupe volante s'il pouvait montrer qu'il a des diplômes au MIT? Bien sûr que non. Ça ne prouve pas qu'il a travaillé sur des soucoupes volantes, mais simplement qu'il y a fait ses études. Ouais, il se convainc comme il peut, le Knapp, mais si le passé de Bobinette est opaque et improuvable, ce dernier va avoir une idée de génie pour montrer à quel point on peut lui faire confiance en s'associant avec des prostituées dans son quartier. Bob passe de physicien à proxo. Proxo pour proxénète. Mais proxo, c'est marrant, on dirait le nom d'une planète où il y aurait des petits chats volants avec des petites ailes et qui parleraient, mais tu sais, avec des bulles qui sortiraient de leur... Non mais... Oh, Michel, reviens! Oh, pardon, non mais... fouille alors... Oulala, tu t'es laissé aller, mon gars. Ouais, alors, quand il en a reparlé de cette histoire de proxénétisme à Knapp, celui-ci s'est dit... Oh, mon Dieu. Et oui, imaginez la tronche de Knapp qui a misé gros sur ce mec et qui le voit impliqué dans une organisation criminelle. Organisation tentaculaire, et disons-le d'outre-espace, parce que, oui, après avoir découvert des portes des étoiles dans son cabanon de jardin, ce sacré Bob invita des Prostispace de Plutoxnia, les chatons de Proxo et autres Glubloborg, où les habitants arborent du tentacule en veux-tu en voilà, et des petites langues turgescentes. Michel, où tu vas là? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ah bah je sais pas, je suis pas certain que des petits ajouts un peu fantaisistes puissent faire tâche dans un récit aussi fantasque. Ouais, enfin, non mais je pense qu'on va s'en tenir au récit de George et de Bob. Hein. Pour la fiction, il y a le rêve de Frankie, disponible dans un podcast indépendant, gratuit et sur toutes les plateformes. Tu peux reprendre? Oui, donc bon, à part pour les portes des étoiles, tout est conforme au récit de George Knapp. Bob, lui, ça le fait rire. George, bah lui, il appelle les flics. Donc descente de policier chez Bobby, arrestation, tout ça, s'en vient ensuite le traditionnel interrogatoire, et notre Bob de leur raconter ses histoires de soucoupes, ses études au MIT et tutti quanti. C'est vrai que c'est déroutant quand même. Le mec il tient sa version aux flics coûte que coûte. Mais imaginons, quand il se retrouve face à ses parents, il leur ment, et sa femme, et tous ses potes qui sont restés alors que le mec s'est enfoncé dans ses histoires sans rien pouvoir prouver, et sans compter son passage par la case zonzon pour proxénétisme. Moi j'ai envie de dire, quand t'as des potes comme ça, tu les gardes, bordel. Ouais, c'est clair, ou alors il y a aussi la possibilité qu'ils mentent tous. Ouais, en tout cas il a raison de garder de tels potes, hein, parce que c'est pas comme les cousins et leurs potes désabusés qui font des podcasts de suppôts du gouvernement, hein, parce que là c'est la famille, hein, t'es obligé de les garder, donc tu fais bonne figure pendant les repas de Noël, hein, mais... Noël d'ailleurs, encore une invention de la NASA, tiens. Ouais, on est cousins, mais tu me rappelles le gremlin électrique là dans Gremlins 2. Tu t'infiles dans le réseau, le standard peut pas te bloquer, t'es ingérable. Ouais. Alors un peu plus tard, afin de faire gagner en crédibilité son poulain, George Knapp demande à Bob de passer au polygraphe. Au poly quoi? Graphe, tu sais, ce genre de machine qu'on appelle vulgairement un détecteur de mensonges. Ah oui, j'avais oublié son passage au polygraphe. Mais ça me revient. George, pour se sentir mieux, a demandé à Bob s'il était chaud pour passer au détecteur de mythos, et ce dernier n'a pas hésité une seconde. Il a dit oui. Selon Knapp, Bobby Bob voulait tout faire pour prouver son histoire. Alors on a envoyé Lazare chez Terry Tabernetti, un homme à la tête d'une entreprise de sécurité et un ancien policier de Los Angeles. Argument d'autorité? Oui, bon, certes. Bon. Et donc, il lui a fait passer 4 tests différents et il en a conclu qu'il n'avait aucune volonté de mentir. Tout au long du docu, Jeremy Kenyon, celui avec la voix de Mickey Rourke, enfin pas Jeremy Kenyon qui a la voix de Mickey Rourke, mais dans le docu il y a la voix de Mickey Rourke. D'accord. Ouais, Knapp s'interroge et on sent vers où son cœur balance rien qu'à ses formulations. Comment Bob sait-il cela s'il ne s'était pas rendu là-bas? Il savait qu'il y avait un endroit nommé S4. J'ai appelé la base de l'armée de l'air à Dallas, au bureau d'information. Ils ont confirmé qu'il y avait bien un endroit nommé S4. Avant Lazare, il n'y a pas eu de gros titre sur un endroit nommé S4. Il le connaissait. Il savait aussi que EG&G avait fait passer des entretiens d'embauche. Que pour avoir un travail en dehors de Groom Lake, il fallait passer par EG&G. Il se souvenait du nom du gars qui lui avait passé l'entretien. C'était un nom bizarre, Mike Thigpen. Comment savait-il cela? Comment savait-il que Mike Thigpen faisait cela pour une agence fédérale? Et vous savez quoi? Ce Mike Thigpen, je l'ai retrouvé. Et vous savez quoi? Il fait ce taf, et il se souvient de Lazare. Ouais. Et vous savez quoi? Ce Mike Thigpen, on ne le verra jamais. Ni dans les archives de Knapp, ni dans le documentaire de 2018, celui avec la voix de Mickey Rourke, Mickey Yourt? C'est le même Mickey qui vit dans deux yurts, on est d'accord. C'est incroyable ça.
Ouais. Et vous savez quoi? Ce Mike Tickpen, on ne le verra jamais, ni dans les archives de Knapp, ni dans le documentaire de 2018, celui avec la voix de Mickey Rourke, sous prétexte qu'il ne voulait pas apparaître. Bon, on aurait pu le masquer, changer sa voix, je sais pas moi. Mais non, rien du tout d'ailleurs. Jeremy Kenyon, lui, affirme dans diverses interviews pour des médias que j'appellerais affectueusement alternatifs, qu'il a parlé avec lui. Mais aucune preuve, le nom est aussi vite balayé qu'évoqué dans le documentaire Menteur. Une chose qui a été pratique pour ce dossier, c'est que les documentaires nous laissent voir deux Bob Lazar. Le jeune Bob, celui de 89, de l'interview de Knapp, sûr de lui, un brin provocateur, et le Bob de 2018, d'aujourd'hui quoi, plus calme, plus réservé, moins fier, et qui prend plus de précautions oratoires. Et quand on confronte les deux Bobzers, on ressent quand même qu'il est un peu moins chaud, et évidemment il se contredit. Michel a mis dos à dos les deux Bob, et vous allez voir que la vigueur des propos n'est pas la même. Je déteste dire des choses pour lesquelles je ne suis absolument pas certain. J'ai vu quoi? Je marchais dans le couloir et un jour je travaillais et il y avait des portes. Les portes qui mènent au hangar, les petites portes dans les couloirs qui ont des fenêtres carrées de 20 ou 30 cm avec des fils au travers jusqu'à la hauteur de ma tête. Et en passant, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai remarqué... Un instant, j'ai vu qu'il y avait deux gars en blouse blanche qui me faisaient face, tournés vers la porte, et ils parlaient à quelque chose de petit avec de longs bras. J'étais juste surpris d'avoir vu cela en un coup d'œil, mais je ne sais pas du tout ce que c'était. Alors certes, il n'affirme rien, mais il sous-entend quand même chaudement que ce monsieur au long bras, c'est Plutax, qui donne des conseils techniques à des agents de S4, non? Demandons à Bob de 2018 ce qu'il a vu, lui. Bon, Belzébob, t'en as vu des petits gris quand t'as travaillé à S4? Je ne pense pas avoir vu Haïti à S4. On parle de détails, là. Il s'agit juste d'un coup d'œil à travers une fenêtre où je n'étais pas censé regarder. Je regardais par la fenêtre et je pense que ces gars avaient une poupée sur une petite chaise semblable à celle qui était dans le vaisseau. Et je pense qu'ils regardaient juste les dimensions et ils ont mis quelque chose dessus. Et j'ai jeté un coup d'œil et il y avait juste une petite chose assise sur la chaise. Oh, je ne pense pas que c'était un extraterrestre qui posait pour eux. Je pense qu'ils avaient juste un petit personnage pour prendre les mesures. À ce moment-là, on le sent gêné. Ouais, là encore, on parle d'un coup d'œil de 400 millisecondes. Qu'est-ce qu'on peut voir en 400 millisecondes? Je n'ai jamais vu d'extraterrestre se balader là-bas. Je n'ai jamais entendu personne parler d'extraterrestres vivants, alors je ne pense pas que c'en était un. Alors, vous l'avez vu le virage? Hein? Demi-tour? Ouais, enfin là, je vois surtout un gars qui flippe de dire la vérité à cause que le FBI est sur ses côtes, c'est tout ce que je vois, moi. Tiens, d'ailleurs, vous avez le témoignage du mec qui a bossé sur la zone 51 à la même période? L'ingé à la retraite, là, Bon, on n'a pas son nom, mais il est à visage couvert, mais attendez, j'ai ça dans mon ordi. Je vous envoie ça. J'ai la méga fibre, là, putain. Je vous envoie ça, ça arrive maintenant. Ok, je l'ai reçu, alors je sens que je vais regretter, mais ok, je clique. Moi, j'ai bossé sur la zone 51 entre 66 et 79. C'était sur un simulateur de soucoupe volante conçu pour les pilotes américains. Bon, j'ai l'autorisation d'en parler, mais en masquant mon identité. Donc je vous le dis, mais c'est un scoop. Nous avons récupéré une soucoupe, et celle sur laquelle je devais travailler provenait du crash de Kingman, et fut transférée au terrain d'essai du Nevada. On n'a pas trouvé de cadavre, mais 4 extraterrestres vivants. Ils ont été emmenés au Nouveau-Mexique, et quelques mois plus tard, sur le site du Nevada. Vous y croyez? En fait, je taffais sur un simulateur de soucoupe pour faire voler des hommes. Et il aurait même bossé avec un extraterrestre nommé Jarod. Écoutez, c'est ouf. Jarod, c'était un extraterrestre gris d'1m50. Son taf, il était traducteur scientifique. Si on devait remplacer du matos alien par du matos humain, il devait valider le truc. Si j'avais une question, pas besoin de la poser. Il avait déjà la réponse et répondait avec ma propre voix. Il existe sûrement d'autres Jarod. Voyons. Tiens d'ailleurs, Jean-Francky Théory, là, toi qui as l'air d'être bien au courant, et comme ça fait 1 heure qu'on dit qu'on en parlerait de ce fameux élément 115 que Bob aborde rapidement dans son interview de 89, tu peux nous expliquer comment ça marche l'élément 115 selon Bobby Bobard? Je veux bien, mais seulement si tu peux mettre Mazik qui fout des gougloutes. Ok, pour cette fois. Bon alors tu sais comment ça fonctionne ou pas l'élément 115? Oh ça oui, parce qu'on va dire que dans le milieu OVNI j'ai mes entrées. Et d'ailleurs pour votre petite culture générale, on dit plus OVNI mais PAN, P-A-N pour phénomène spatial non identifié. Mais c'est pas étonnant que vous en soyez encore à OVNI. Bref, bon, si on devait dire les choses très simplement, on dirait que l'élément 115 transformé ou synthétisé, comme vous le voulez, c'est le carburant qui fournit la puissance pour le fonctionnement d'un réacteur de soucoupe. Ça affecte la gravitation, rien à voir avec un réacteur d'avion qui génère une réaction, une propulsion. Dans le cas d'un avion, il y a quelque chose qui sort à l'arrière. Soit des gaz, soit un large volume d'air. C'est une force action-réaction. L'action est que quand on rejette quelque chose par l'arrière,
Genre un gros gaz, ça vous entraîne vers l'avant. C'est comme ça que ça marche. C'est comme quand je pète. Ouais. C'était sûr qu'on voyait où tu voulais en venir. Laisse-moi continuer, c'est que le début. Alors là, on arrive à un moment, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, le réacteur de ta soucoupe, il produit sa propre énergie gravitationnelle. Donc c'est un vaisseau propulsé par un champ, et cela fonctionne en créant une distorsion de l'espace et du temps devant lui, là où l'espace se courbe. Y a pas d'histoire de petit gaz qui sort de derrière. D'ailleurs, Bob le dit bien, le matos de base pour le 115, c'est un matériau secret qu'ils ont surnommé LA1000. C'est un code, donc faut être discret. D'ailleurs, Bob, et ça à mon avis c'est parce qu'on lui a effacé la mémoire, il sait plus d'où il a eu cette info. C'est lui qui le dit. Alors ce carburant-là, à la base, il a une forme de triangle. C'est comme ça, mais un triangle en 3D avec des bouts arrondis. Il a une couleur cuivrée, et ça claque, je trouve. Bon, maintenant attention, on va passer à la fabrication du carburant, du triangle cuivré, triangle comme par hasard. Donc soyez attentifs, parce que moi-même j'ai pas tout compris, même si je suis pas la moitié d'un couillon. Donc le mode de fabrication est très dangereux. On joue pas le bourrin, donc faut du doigté. Dans un premier temps, on fait obtenir une forme conique au truc, en le passant dans un four ou je sais pas quoi, et ensuite on découpe un cylindre dans le LA1000, et ensuite on coupe des tranches qui forment des disques qu'on empile ensuite. Et au final, ça fait un triangle qui produit le carburant de la soucoupe. Bon là j'ai résumé les propos de Bob, mais on est sur... Midroll, c'est des publicités en plein milieu d'une émission. Midroll, on coupe une phrase en plein milieu, mais on s'en fout parce qu'il faut bien faire. Midroll, c'est tourné dans une pub qui décrit un concept de pub pourri. Y'a même pas de produit à vendre, on a juste pourri notre podcast et on va même pas gagner d'argent. Non, Midroll. On est sur ce genre d'explication. Attends. En gros, tu prends un truc qui a une forme de cylindre triangle, tu le coules pour qu'il soit conique, tu le découpes et tu en refais un genre de triangle qui fait du carburant. C'est ça ? Ouais, apparemment il faut bien ça pour que ça marche. Et vu que les connaissances de Bob s'arrêtent là, les miennes vont pas plus loin. Mais si je relis les notes que j'ai obtenues de vous savez pas qui... Internet. Ouais, c'est ça, ouais. Ça dit que la technologie extraterrestre qui était présente dans le vaisseau est basée là-dessus. L'énergie gravitationnelle dans un petit réacteur est amplifiée à travers l'équipement. Elle est dirigée à travers les guides d'ondes et les arcs dans les émetteurs, et cela permet de déplacer le vaisseau et de manipuler l'onde gravitationnelle pour l'usage qu'on veut, ok ? Ouais, c'est pas hyper clair ton truc, mais ok. Bon, les gars, je vais pas aller plus loin dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez facilement des schémas sur le site boblazar.com, boblazar.com, ok ? Donc sinon, il y a un docu aussi qui est sur YouTube, il y a plein de trucs sur YouTube. C'est sûr, il y a plein de trucs sur YouTube. Merci Jean-Francky, tu nous as bien aidé. En parlant de YouTube, tu peux retourner à tes vidéos à base de musique de Requiem for a Dream là. Vas-y. Merci. Allez, dégage. Bon, vous l'avez compris, les infos sont floues, Bob se répète, se contredit, mais la dernière partie du doc finira de nous achever. Jérémy, l'intervieweur, reçoit un message vocal. Jérémy, c'est Bob Lazar. Écoute, j'ai quelque chose à te demander. Il s'est passé quelque chose d'important. Si tu peux m'envoyer un message et me dire quand je peux t'appeler. Je veux pas que tu m'appelles, je dois juste t'appeler. J'ai un truc à te dire. On retrouve Jérémy et Bob dans un bois. Bon, Bob, sache que toutes les vidéos qu'on va faire à partir de maintenant, ainsi que les pistes audio, on va les coder et on va les cacher, ok ? Ok. Je vais vous poser une première question très importante. Avez-vous déjà emporté un morceau d'élément 115 hors de Los Alamos ? Et, deuxième question, pensez-vous que c'est parce qu'ils croient à cela qu'ils vous ont dans le collimateur ? Je ne sais pas à quel point il me surveille. Je suis sûr qu'il ne me surveille plus, après tout ce temps. L'intervieweur demande de couper les téléphones. On a le droit à des morceaux de réponse de Bob qui ne répondent pas à la première question, avec des enchaînements à base d'effets visuels et audio, genre brouillage, comme si les propos de Bob d'un coup étaient secret défense. Peut-être que cela a été caché pour une bonne raison. Beaucoup de gens acceptent de garder le secret. D'abord, qui suis-je pour perturber cela ? Ensuite, qui suis-je pour me croire plus malin qu'eux alors qu'ils ont peut-être déjà pensé à tout. Ils savent à quel point ce serait une catastrophe. Alors il n'y a pas de garantie que cette révélation résolve tous les problèmes. Il est tout à fait possible que cela soit très mauvais, et cela serait de ma faute. Alors, excusez-moi par avance pour mon ton un tantinet blasé, mais le lendemain de cette interview forestière, comme par hasard, le fucking FBI faisait une descente chez Lazar, et encore plus troublant, malgré les grosses précautions de Jérémy, lors de cette intervention, le FBI aurait fait référence à cette conversation que nous, on a eue en morceaux incohérents. D'ailleurs, Francky, j'ai pas osé t'en parler, mais tu sais, après m'être procuré toutes ces infos sur l'affaire, j'ai remarqué que dans la rue, on me suivait, et quand je téléphone, j'entends des trucs bizarres. Attends. Putain, bizarre. Non mais vraiment, tu vois, c'est bizarre, c'est des brouillages. Putain, il se passe quoi là ? Oh.
Non, Michel, t'inquiète, c'est moi. J'ai allumé mon micro-ondes près de mon microphone pour me faire des pop-corn. Ah, ok, ça me rassure. Enfin, ça ira peut-être pas avec mon essai. Bon, la descente du coup. Oh, bah, du lourd, hein, le FBI est arrivé. Vous êtes Bob Lazar, n'est-ce pas? L'un d'entre eux prend sa radio et dit « Ouais, il est là !» Donc selon Lazar, sa maison était également sous surveillance, évidemment. Et là, eh bien, c'est parti avec une orgie de véhicules d'agents et de policiers qui n'arrêtaient pas de passer. C'était comme un épisode de la 4ème dimension, selon l'intéressé. Ils, et j'ai pas capté encore qui ils, sont venus et lui ont dit « D'autres personnes vont venir, nous avons quelques questions à vous poser. » En peu de temps, la rue était remplie de véhicules et le bâtiment rempli d'agents. Il se serait bien présenté en tant que FBI. Puis, la police est arrivée et d'autres agents, il ne se souvient plus qui. Ils étaient nombreux. Bob et la personne avec lui que l'on va faire parler par la suite avaient juste le droit de se tenir debout. Les agents étaient bien équipés à base d'un camion médico-légal avec tout un panel d'agents différents. Un agent lui dit « On cherche juste des documents. Une vieille commande d'il y a 2 ans d'un client qui a commandé des matières potentiellement toxiques. » Ensuite, équipe par équipe, toute la journée, ils ont fouillé le laboratoire de Bob. Là encore, les explications sont curieuses et on n'a pas d'image, on n'a rien, donc il faut encore croire Bob sur parole. Plus tard, l'intervieweur lui demande « Vous pensez qu'ils sont venus juste pour vous embêter ?» Je ne pense pas que ce soit juste pour m'embêter. Je suis convaincu qu'il y a une raison. Je soupçonne qu'il y a quelque chose qu'ils ne disent pas, qui cherche autre chose. Ce qui semble être le seul employé de Bob, avec qui ils font des trucs, des inventions, on sait pas trop, corrobore les propos de Bob. Ouais, il y avait des gens en combi, équipe de déminage, des équipes informatiques, une équipe de risque biologique bien équipée en combi car ils savaient pas ce qu'on avait. Ils savaient pas non plus de quoi Bob et moi étions capables, ou si on allait riposter. Pour moi, c'était juste histoire de le faire chier. Ouais, enfin, si c'est juste ça, un petit caca sur le paillasson, ça fait la blague, hein, parce que là, ça fait cher le prank. Ouais, et l'intervieweur demande ensuite à Bob s'il y a un lien avec la potentielle détention de l'élément 115. Pensez-vous qu'il y a un lien avec l'élément 115 ? Bob de répondre : Je ne parlerai pas de cela. Quoi ? Non mais sérieux, le mec, il bave un tas d'histoires plus folles les unes que les autres, et là, il fait sa danseuse. Non mais c'est désespérant. Calme-toi, Francky, parce que l'intervieweur insiste encore un peu, et peut-être on va en savoir plus. Essaie-t-il de vous fouiller pour trouver le 115 que vous avez affirmé avoir au laboratoire il y a 30 ans ? Oui. Ah. Mais je n'en dirai pas plus. Non, mais non. Et si. Voilà, Bob c'est ça, c'est du pétard mouillé, en veux-tu en voilà. D'ailleurs, en parlant de pétard, c'est un de ses nouveaux jobs de fabriquer des feux d'artifice. Michel, on va conclure. Ouais, parce que c'est bien le problème avec cette histoire qui, malgré toutes ses incohérences et questions en suspens, est plutôt réputée crédible dans certains milieux ovnis. Et à chaque fois qu'on veut avoir une preuve, on ne peut jamais nous en donner. Et si on argumente sur les preuves, on va nous répondre que c'est parce que tout concernant Bob a été effacé. Ensuite, dans certains reportages, on nous vend des témoignages de pseudo-physiciens, mais qui eux non plus n'affirment rien. On est toujours dans le flou. Lors de la découverte des documentaires ou des articles sur le sujet, il est aisé de relever des incohérences, mais là encore, lorsque l'on met Bobby Blooby Boulga devant ses contradictions, il va dire que l'on s'arrête sur des détails. Et à la limite, même si on veut se prendre au jeu de la chasse aux ovnis, c'est très frustrant car jamais à un moment on nous prouve un truc. Tout est dans le récit de Bob qui lui-même n'a rien enregistré. C'est incohérent. Et puis merde, moi je veux bien mettre en suspens ma crédulité, mais là l'histoire elle est beaucoup trop bancale. On nous parle de mystérieux agents de EGNJ qui auraient fait passer un entretien à Bob, mais même eux on n'en a pas de traces. Et même si l'histoire paraît un peu énorme et peu crédible, on met quand même un petit pied dans le complotisme. Et ça, c'est pas la première fois que le service de vidéo à la demande avec un gros N rouge qui fait tout double le fait. Et sans expliquer, contextualiser et contredire, on peut faire croire des choses fausses aux gens et je suis pas certain qu'on ait encore besoin de ça en ce moment. Tiens, regarde, pas plus tard qu'hier, j'ai vu passer une vidéo d'une femme face caméra qui nous disait avec le sourire que les lunettes ne servent à rien. Si. La dame fait des séances de coaching en ligne pour vous aider à vous débarrasser de vos lunettes car la myopie et la presbytie seraient en réalité causées par des raisons spirituelles, émotionnelles, mentales et physiques. Alors si les gens peuvent croire ça, je pense que notre histoire de Zone 51 sauce Lazare, elle peut passer sans trop d'efforts. Bref, que ce soit à la télé ou sur les services de streaming, on peut tomber sur Alien Theory ou même sur la révélation des pyramides de Jacques Grimaud qui, si vous ne connaissez rien, vous chuchote discrètement quelque chose à l'oreille. Bah oui. En nous faisant comprendre que les humains n'ont pas pu construire des pyramides, il sous-entend que c'est qui ? Moi, Oh non, pas lui. Si, moi et Blutax, ma petite amie. Oh mais putain, ils font quoi avec leurs tentacules là ? Non, mais ça c'est son... Non.
Lâche mon Zaborg. Monteur, par pitié, générique. Les extraterrestres sont parmi nous. J'ai rencontré Bob Lazar début 89, grâce à un ami commun, John Lian. De plus en plus d'Américains croient dur comme fer aux ovnis. Et Bob m'a raconté une histoire incroyable. Je me suis dit que si seulement une toute petite partie de cette histoire était vraie, ce serait probablement le plus grand scoop de tous les temps. Une croyance relayée ces derniers mois par la télévision. George Knapp, journaliste à Las Vegas. C'est lui qui révèle au grand public le mystère de la zone 51 dans le Nevada. C'est la zone 51, un périmètre ultra secret qui se trouve à l'intérieur d'une base militaire dans le Nevada. De nombreux Américains sont en effet persuadés que le gouvernement y cache des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres. Il y a 9 soucoupes volantes, des disques volants qui sont d'origine extraterrestre. Autre vedette de ce dossier, Bob Lazar. D'abord filmé dans l'ombre pour des raisons de sécurité, puis à visage découvert, Bob Lazar. Il se prétend physicien, affirme avoir travaillé près de la zone 51, Bob Lazar, et vu des militaires étudier des vaisseaux spatiaux dans des hangars sous la montagne. Les extraterrestres sont parmi nous. Et les hangars sont tous reliés les uns aux autres, par de grandes ouvertures, pour passer de l'un à l'autre. Bob Lazar. Donc au total, j'ai vu 9 vaisseaux spatiaux. Et tous étaient différents, comme s'ils avaient la gamme complète. Les extraterrestres. Est-ce que vous avez menti sciemment lorsque vous avez déclaré avoir vu fonctionner la propulsion antigravité? Bob Lazar. Non. Vrai ou faux? Bob Lazar passe avec succès le test du détecteur de mensonges, mais il affabule sur ses diplômes. Le doute s'installe, mais le Patagone ne dément pas ses affirmations. Les extraterrestres sont parmi nous. Vous n'avez pas envie de faire les courses? Vous avez la flemme d'aller jusqu'à votre porte pour réceptionner votre plat? Eh bien, commandez avec Frushti. Avec un choix de 30 000 repas, Frushti va vous combler. Le concept? Vous commandez, le livreur arrive avec tous les ingrédients et le matériel nécessaire à votre plat. Il arrive, sans sonner, pas besoin, il a un passe-partout et pour vous épargner de lever votre cul du canapé, il défonce la porte. C'est Frushti! Le temps d'installer la gazinière et tout le matériel, il va cuisiner votre plat. Oh, vous avez décidé de manger une poule au pot. Voilà la poule bien fraîche puisque, toujours vivante, le livreur s'occupe de tout. Oh non, je vais pas m'en prendre à une poule. J'adore les poules. Hein, Sylvie, ma belle poulette? Jamais je te ferai du mal. Bah non, et pas touche, hein. Les Français m'adorent. Et c'est moi qui a fait le show pour la cérémonie d'ouverture du rugby. Ah ouais, c'était toi? Je t'ai pas reconnu. Du coup, j'hésite là. Bah, tu rigoles. Il faut que je reste en vie. Jusqu'aux prochaines élections. Il y a Jordan qui a besoin de moi. Et qui a besoin de ma voix. Jordan Bardella. Merci, poulette. Tu m'as convaincu. On vous l'a dit, le livreur s'occupe de tout. Bonne nuit, poulette. Et vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sur la table. Par contre, d'où tu mets tes pieds sur ta table? Tu t'es cru chez toi? Justement, je suis chez moi, donc il y a pas de... C'est chez toi? Ouais, ouais, je suis... Et la gazinière, là, elle est à toi? Non, vous venez de l'installer, donc... Maintenant, mon pote, tu vas gentiment me regarder manger ta poule au pot, et puis tu vas sortir. Non, je suis chez moi, soyez sérieux, je vais pas partir... Grâce à nos livreurs Frushti, vous allez vous débarrasser de toutes vos contraintes. Non mais attendez, vous êtes en train de vous installer chez moi. Je pense qu'il y a un malentendu. T'es encore là, toi? Oui. T'es encore là? Non mais attends, gars, t'as la flemme de te faire à bouffer? T'as la flemme de lever ton cul, ouvrir ta porte? Ouais. Non mais ça va, on les connaît les feignasses dans ton genre. Ça a la flemme de gérer son appart aussi. Alors je m'en occupe. Non mais attendez... Mais si. Allez, casse-toi. Ah non, reviens, reste. Ok. J'ai un projet. Disons plus culinaire pour toi. Cool. Je dois livrer un connard parmentier dans le 16e. Allez, viens là. Non, attendez. Non. Arrêtez. Relâche-toi. Allez, je te tiens bien à la présence, c'est pas la peine de résister. Allez, seringue. Étranglement. Souffle coupé. Décès. Découpe. Avec Frushti, vous ne vous occupez plus de rien, car vous n'avez plus rien.